François Tadei, ça va être assez intéressant de découvrir comment un scientifique comme vous, un généticien à la base, a des choses à dire sur l'éducation. Je vous demanderai simplement, allez, encore un petit quart d'heure s'il vous plaît d'attention. Je sais qu'il fait chaud dans la salle et que vous avez une grande journée, mais je vous assure qu'il y a des choses très intéressantes qui vont être dites dans un instant. François Tadei, vous êtes directeur de recherche en biologie des systèmes et évolution à l'INSERM et fondateur du CRI, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire. Quel est le rôle de ce centre ? Le rôle de ce centre, c'est de réinventer la manière d'apprendre et d'aider, en partant des envies, des potentiels des jeunes d'aujourd'hui, de les accompagner pour qu'ils réinventent l'université du XXIe siècle. C'est comme ça qu'on a commencé. Et là, on nous a donné une nouvelle mission qui est de contribuer à former les enseignants du XXIe siècle et d'ouvrir ces enseignants à toutes ces nouvelles méthodes d'apprentissage qui existent en dehors de l'école aujourd'hui et les faire rentrer dans l'école et permettre aux élèves d'apprendre à apprendre, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent des choses à l'école, mais surtout il va falloir qu'ils apprennent tout au long de leur vie, puisqu'aujourd'hui la société change à une telle vitesse que ce qu'ils apprendront à l'école sera obsolète après-demain, si ce n'est demain, si ce n'est déjà obsolète. C'est intéressant ce que disait Alexis tout à l'heure. On a envie de parler de l'actualité, on veut être dans le présent, on nous parle de Louis XIV. Bon, c'est important de parler de Louis XIV, mais est-ce que la part accordée au monde que nous vivons aujourd'hui, finalement, est-ce qu'elle n'est pas marginale ? Si on sait faire le lien entre Louis XIV et les dérives monarchiques que l'on peut connaître dans la société, alors ça devient intéressant. Alors, vous avez écrit un rapport sur l'éducation pour l'OCDE autour de la créativité, de la prise de risque. Alors, en fait, l'OCDE s'est rendu compte que dans le monde entier, il y avait des gens qui apprenaient toujours mieux. Et pourquoi est-ce que les pays de l'OCDE continueraient à être en avance s'ils ne sont pas capables d'inventer un autre avenir? Et ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas une petite élite qui invente ça, mais l'ensemble des jeunes soient capables de le faire. Et donc il faut que les jeunes d'aujourd'hui soient capables de faire preuve de créativité si on veut non seulement qu'ils continuent à avoir du travail, mais aussi qu'ils soient capables de faire des choses que des robots ou des ordinateurs ne seraient pas capables de faire. Puisque le nombre de métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui sont des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et donc les enfants qui sont à l'école aujourd'hui devront inventer eux-mêmes des métiers qui n'existent pas encore. Et donc, s'ils ne sont pas capables de faire preuve de créativité, ils seront remplacés par des robots. Oui. François Tadei, vous avez quand même un drôle de parcours parce que vous êtes au départ diplômé de Polytechnique et des Eaux et Forêts. Mais nul n'est parfait, excusez-moi. Et biologiste. Alors, biologiste, mais quel est le rapport avec l'éducation? Parce que maintenant, vous réfléchissez à l'éducation. Vous avez vraiment une implication très forte dans ce domaine. C'est quoi le lien? On peut comprendre? Alors, en fait... pour me mettre à la biologie, puisque je n'avais pas appris du tout, j'ai dû apprendre par moi-même beaucoup de choses. Et puis j'ai dû, pour faire des progrès en biologie, intégrer les différentes disciplines, certaines que j'avais maîtrisées dans mon parcours scolaire et d'autres que j'ai appris au fur et à mesure. Et ensuite, il a fallu que j'aide des étudiants à le faire. Et donc tout d'un coup, je n'ai pas un poste d'enseignant, d'accord ? Et donc j'ai la chance de n'enseigner que ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et évidemment, ça m'a permis de réinventer la manière dont je pouvais enseigner auprès de mes étudiants. Et donc ça a été une grande chance. Et puis par ailleurs, en tant que biologiste, j'étudie comment les systèmes vivants s'adaptent et évoluent. Et ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, les bactéries, elles coopèrent, elles échangent de l'information, sur comment coopérer, et elles coopèrent sur comment échanger de l'information. Honnêtement, elles n'ont pas de ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que tout le monde a suivi, là? Elles n'ont pas d'inspection générale et elles n'ont pas de système de contrôle et elles échangent de manière beaucoup plus naturelle et elles s'adaptent, y compris entre espèces. Et donc en fait, c'est tout un écosystème d'apprentissage et d'échange et d'évolution dont moi j'ai appris énormément de choses. Et en tant que père de famille, vous avez appris des choses aussi? En tant que père de famille, quand mon fils est arrivé à l'école, sa maîtresse m'a dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Alors, ça m'a un peu choqué parce que je lui ai dit, mais en fait, vous voyez, c'est une maladie génétique. Dans la famille, on est comme ça. Heureusement, l'État a créé des jobs spéciaux pour nous. Ça s'appelle la recherche. Mais voilà, le problème, c'est que c'est vu comme une maladie, quoi. Alors qu'en fait, c'est la curiosité des enfants qui leur donne l'envie dont on parlait tout à l'heure et qui va leur donner l'envie d'avancer toujours plus loin. Et si on sait partir de cette envie et de ce questionnement, alors on peut les amener extrêmement loin. Je ne sais pas si vous savez quel est l'âge des plus jeunes auteurs d'une publication scientifique. Alors dites-le nous. 800.
D'accord ? Donc il y a des enfants de 8 ans, Ils sont français? ils sont en l'occurrence anglais. Il y a une classe entière d'enfants tout à fait normaux dans une école au milieu de la campagne anglaise, des enfants qui avaient entre 8 et 10 ans et qui ont eu la chance de rencontrer un chercheur qui les a accompagnés dans leurs questionnements, qui sont partis des questionnements des enfants. Et les enfants, à partir de leurs questions, ont été capables de monter une expérience et de résoudre la question qu'ils s'étaient posée et de faire une publication scientifique qui est exceptionnelle à plein d'égards, y compris par sa conclusion qui est qu'ils avaient découvert des choses sur les abeilles que je pourrais vous raconter, mais ils ont aussi découvert que la science pouvait être cool et fun. Ouais. D'accord ? Et ça, honnêtement, ce n'était pas l'impression qu'ils avaient de l'école et de la science. Et c'est dommage, parce que la science, c'est effectivement une manière fantastique d'aborder la connaissance et d'aborder le questionnement. Mais malheureusement, la façon dont on apprend de la science aujourd'hui, on la vit comme un mode de sélection où on va voir qui est capable de refaire les expériences qui ont été faites au 19e siècle et de refaire les démonstrations du 19e siècle. Pour vous dire, le programme pour rentrer à l'école polytechnique s'arrête en 1905 au niveau de la physique. Vous voyez, il y a eu un certain nombre de progrès. Il ne s'est rien passé depuis Einstein. Et encore, on ne voit même pas tout Einstein. Oui. D'accord ? Oui, c'est la théorie de la relativité. Ce qui vient après, qui est aussi important, n'est pas abordé. François Tadei, votre regard sur tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le sondage de la Croix, les propos de Peter Gumbel, la table ronde. Bon, on a quand même le sentiment aujourd'hui d'être face à une nouvelle ère qui va devoir en tout cas s'ouvrir, un chantier énorme, une vraie révolution pour le système éducatif. Pourquoi ce système n'est plus adapté aujourd'hui et par quel bout il va falloir commencer ? On l'a vu dans le reportage, ce système est né au 19e siècle. Au 19e siècle, l'instituteur était le détenteur du savoir et celui qui transmettait l'information dans le village. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, il y a une surabondance d'informations de qualité très hétérogène. Et la question, c'est comment est-ce qu'on apprend à trier du bon gré de livret ? Et on a besoin d'arriver à développer l'esprit critique, à développer la créativité, à développer la capacité à travailler ensemble. Et tous ensemble, on peut réinventer le système. Mais personne n'aura la solution. La solution ne viendra pas d'en haut. La solution viendra des jeunes, des enfants, des étudiants d'aujourd'hui, des enseignants d'aujourd'hui, des parents d'aujourd'hui, qui eux-mêmes savent tous qu'on est au XXIe siècle dans une autre société. Donc ça veut dire que l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui, elle ignore le bouleversement du monde tel qu'il existe depuis quelques années ? Disons que l'école évolue, mais qu'elle évolue plus lentement que le reste de la société. Et elle évolue encore plus lentement que les technologies. Alors la part du numérique, justement, est-ce que ça c'est aussi un aspect très important ? Ça peut sembler pour certains quasi anecdotique. C'est une réalité dans la vie de tous les jours, à l'école, pas forcément. Est-ce que là, il y a un gros chantier aussi à mener ? Je pense qu'il y a un gros chantier à mener, mais il y a aussi un chantier à mener pour aider les enseignants à savoir quelle est leur spécificité par rapport à des jeunes qui peuvent trouver des choses tout seuls sur Internet. Et leur spécificité, c'est qu'ils ont, eux, le recul. Ils savent ce que c'est que l'esprit critique, ils savent ce que c'est que l'esprit de synthèse, ils savent ce que c'est que le questionnement socratique, et ça, ils peuvent le transmettre. Et ça, ils peuvent contribuer à catalyser un collectif d'élèves, la curiosité des jeunes, pour les aider à apprendre. Et c'est ça leur rôle d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste de transmettre des informations qu'on peut trouver sur Internet. Qu'est-ce que ça apporte de favoriser la créativité, justement, chez un enfant ? La créativité chez un enfant, c'est une voie vers son épanouissement. C'est une voie vers son bonheur, c'est une voie vers sa capacité à faire des choses dont il va être fier lui-même et dont tout le monde autour de lui sera fier. Et c'est ça qui va lui donner envie d'aller toujours plus loin. Et la créativité, c'est pas uniquement les muses qui viennent dans la nuit. La créativité, c'est la capacité à avancer et à profiter du regard des autres et un regard constructif. Parce qu'en France, l'esprit critique négatif, on l'a relativement développé. Mais la critique constructive qui est « Ah, c'est intéressant, mais est-ce que tu as pensé aussi à ça ?» c'est quelque chose qu'il faudrait transmettre à l'école. Racontez-nous le projet qui vous préoccupe en ce moment, mais dans le bon sens du terme, qui vous excite beaucoup, sur l'innovation de cette école. Parce que ça, c'est vraiment une perspective aussi de chantier très importante. En fait, on vient d'avoir comme nouvelle mission la mission de former ceux qui veulent innover dans l'école, dans l'université, dans la recherche, pour essayer de faire que cet apprentissage par la recherche, qui est possible dès les enfants de 8 ans dont je parlais tout à l'heure, soit abordable pour le plus grand nombre, que ce ne soit pas juste une classe en Angleterre. Comment est-ce qu'on réinvente ça ? Comment est-ce que, je ne sais pas si vous savez, dans votre téléphone portable, vous avez plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la Lune. Donc moi, la question que je pose, c'est tous les combien vous allez sur la Lune ? D'accord ? Et on peut poser cette question aux enfants d'aujourd'hui. Vous pouvez transformer un téléphone portable en un microscope pour quelques euros.
Donc c'est pas vrai qu'on n'a pas assez d'argent pour permettre aux enfants de faire des choses. Ils ont dans leur poche des choses très puissantes. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre à s'en servir de manière créative, de manière constructive, et pas juste de manière comme un consommateur. Est-ce que les choses sont en train de bouger quand même? Vous avez ce sentiment ou pas? Les choses sont en train de bouger. Moi, je rencontre... Parce que le constat est très sombre, on est tous d'accord là-dessus, mais enfin maintenant, il va falloir peut-être en sortir aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'à tous les niveaux, je vois des gens qui ont envie de bouger. Donc je suis persuadé que ça va bouger et que ça peut aller très loin. Mais ce qu'il faut, c'est que chacun croit en lui. Je vais donner peut-être un exemple que j'ai appris d'une maîtresse en Inde. D'accord? Donc ce n'est pas les ressources les plus abondantes. Elle est partie avec ses enfants de 8 ans et elle leur a dit, on va partir dans la ville et vous allez trouver un problème et vous allez essayer de lui trouver une solution. Et elle a fait ça avec ses enfants et puis ensuite elle l'a fait avec toute l'école, puis ensuite avec toute la ville, puis ensuite toute sa région, puis tout son État, puis toute l'Inde, peut-être un petit pays d'1 milliard d'habitants, d'accord? Et puis maintenant, ça a passé les frontières. Et il y a des enfants qui, parmi les problèmes qu'ils ont contribué à résoudre, il y avait le fait qu'il y avait des enfants qui étaient privés d'école, il y avait des enfants qui étaient obligés de travailler, il y avait des enfants qui étaient soumis à la prostitution, il y avait des enfants dont les parents étaient analphabètes, et ces enfants se sont battus contre cette fête. Et donc, il y a un très beau mot en anglais qui est le mot empowerment, qui est cette capacité à donner le pouvoir, et à donner le pouvoir pour chacun d'être un acteur de sa propre vie et de sa société. Et ça, si les enfants de 8 ans peuvent l'apprendre, je ne sais pas ce qu'ils deviendront plus tard en tant que citoyens, mais je pense que ce sera des gens intéressants.